J'ai le plaisir d'accueillir Pauline Martineau, qui est médecin. Je vous l'avais dit, c'est une matinée où nous accueillons des collègues médecins. Elle a soutenu en 2020 une thèse qui s'interrogeait sur le rapport problématique ou non, ou plus ou moins problématique entre les enfants et l'exposition aux écrans. En 2021, on lui a confié une mission ministérielle autour de la santé des jeunes. Et en 2022, elle a été nommée conseillère du ministre de la Santé et de la Prévention sur ces questions. Donc, avec la mise en place d'un plan d'action pour améliorer la santé des jeunes. Alors, en 2023 également, elle a obtenu une thèse de doctorat sous la direction de notre collègue Stanislas Dehaene, qui s'interrogeait sur l'égalité ou la non-égalité entre les petites filles et les petits garçons à l'école dans l'apprentissage des mathématiques. Et donc, c'est ce dont elle va nous parler ce matin. Et pour ceux qui étaient déjà dans cette salle hier, ce sera une très belle complémentarité avec l'exposé de ma collègue Nalini Anandaraman, qui s'interrogeait elle aussi sur la question des mathématiques dans l'enseignement. Et donc, merci d'avance pour l'éclairage que vous nous apporterez sur ce point. Merci beaucoup, merci à tous. Merci pour votre invitation, professeur Combe. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui de sciences cognitives et de stéréotypes de genre, et notamment de l'émergence d'écarts entre les petites filles et les petits garçons dans les apprentissages des mathématiques à l'école primaire en France. Donc ma présentation va d'abord aborder qu'est-ce qu'on sait des différences ou de l'égalité entre les petits garçons et les petites filles dans les compétences en mathématiques et en langage au niveau international. Et puis plus précisément, je vais vous présenter ce programme EVALED que nous avons implémenté en France sur tous les enfants qui rentrent en CP et en CE1. Ensuite, je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus de ces recherches. Et enfin, quelles perspectives, quelles questions et potentiellement quelles interventions ils pourraient motiver pour pouvoir réduire ces inégalités entre les petits garçons et les petites filles dans notre pays. Alors d'abord, à propos des différences en capacité cognitive en mathématiques, à la naissance, biologiquement, tous les nourrissons possèdent un socle identique de connaissances fondamentales des objets, de l'espace et des nombres. Et le sens du nombre, c'est cette capacité que tous les nourrissons et tous les tout-petits ont à pouvoir estimer des quantités, à savoir qu'une quantité est plus grande qu'une autre, ou à savoir réaliser des additions et des soustractions très très simples avant même qu'ils ne sachent parler et avant même qu'ils ne sachent compter. Donc ce sens des nombres, il est identique chez les petits garçons et les petites filles, dans le monde entier. La plupart des tâches cognitives liées aux mathématiques, elles montrent des différences presque nulles entre les jeunes enfants, avec une variabilité interindividuelle qui se chevauche. Et enfin, les écarts de genre en mathématiques varient selon les cultures et selon les conditions des tests. On va y revenir, et c'est notamment prouvé aussi dans les études PISA, où on voit qu'en fonction des années, lorsque des gouvernements, des ministères de l'Éducation nationale ont décidé de modifier la manière dont on enseigne les mathématiques à l'école, on voit quasiment immédiatement l'impact que cela a sur la réduction des inégalités entre les petits garçons et les petites filles dans ces résultats en mathématiques. Donc, vraiment un socle commun à la naissance, d'égalité entre les petits garçons et les petites filles. Et l'autre partie de la littérature que je voulais partager avec vous concerne les stéréotypes de genre. Qu'est-ce qu'on en sait au niveau des mathématiques dans la littérature scientifique? On remarque d'abord que les petites filles souffrent davantage de l'anxiété liée aux mathématiques par rapport aux petits garçons, et notamment sur tous les exercices qui concernent les exercices compétitifs, qui sont chronométrés, ou tous les exercices qui sont nouveaux, où les petites filles ont un stress supplémentaire par rapport aux petits garçons, ce stress de la nouveauté. Les différences de genre en faveur des garçons, elles diminuent lorsqu'on réduit la pression du temps, lorsqu'on arrête le chronomètre, ou lorsqu'on enlève toute forme de compétitivité dans les tests entre les petits garçons et les petites filles. On remarque aussi
et on le sait, les croyances et les stéréotypes des adultes, notamment des enseignants, renforcent ou réduisent les disparités de genre dans les performances en mathématiques, aussi bien en école primaire qu'en école secondaire. Lorsqu'on va modifier et lorsqu'on va faire des expérimentations sur la modification de la manière dont les enseignants vont aborder les mathématiques avec les enfants, on va voir instantanément des variabilités entre les petits garçons et les petites filles. Et enfin, assez intéressant aussi, en regard de la majorité de nos enseignants en école primaire qui sont des femmes, l'anxiété liée aux mathématiques chez les enseignantes réduit la performance des petites filles, tandis que les garçons sont complètement épargnés. Donc tout un amont de connaissances au niveau des stéréotypes de genre au niveau international qui sont identifiés dès le plus jeune âge au niveau de l'école primaire, dès qu'on commence à enseigner de manière très formelle les mathématiques, et qu'on retrouve avec cette pression, cette anxiété, particulièrement chez les petites filles par rapport aux petits garçons. Et alors comment est-ce qu'on peut expliquer, d'une part, d'avoir un socle à la naissance commun entre les petits garçons et les petites filles qui est identique en capacité en mathématiques, et puis que dès l'âge de 6 ans, 7 ans, apparaissent des disparités. Et enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer que dans les domaines de sciences, technologies, ingénieurs et mathématiques, on ait aussi peu de femmes représentées. On a autour de 17% de femmes dans les STEM en France et 25% en Europe, ce qui est quand même très bas. Comment expliquer ces éléments-là? Où naissent ces inégalités? Pourquoi? Dans quel contexte? Et y a-t-il des populations qui sont plus affectées que d'autres? Pour y répondre, je vais vous présenter le programme EVALED que nous avons implémenté en France. Donc EVALED veut dire « évaluer pour aider ». C'est un programme qui a été initié par le Conseil scientifique de l'éducation nationale en partenariat avec la direction de l'évaluation de la prospective de l'éducation nationale, donc leur département statistique. On a mis en place 46 tests cognitifs qui concernaient des domaines très spécifiques du langage, capacité à comprendre la langue, capacité à détecter des phonèmes, des syllabes, et une autre partie de tests très mathématiques que je vais vous présenter juste après. L'ensemble de ces tests ont été implémentés par les enseignants et ont débuté en 2018. Ils concernaient l'ensemble des enfants qui sont rentrés en CP et en CE1 chaque année, du coup, depuis 2018. Donc ça représente 750 000 enfants en CP, 750 000 enfants en CE1, qui au même moment en France, pendant 2 jours, réalisent tous ces tests cognitifs. Vous allez voir, je vous ai présenté en schéma ici. En fait, ces tests ont été implémentés à 3 niveaux. Au début de CP, qu'on appellera T1, au milieu de CP, qu'on appellera T2, et en début de CE1, qu'on appellera T3. Ces tests, lesquels sont-ils? Je vais vous les présenter à titre indicatif au niveau de T1, qu'on avait par exemple comprendre des mots, ou comprendre à l'oral des phrases, comprendre à l'oral des textes qui étaient évalués. Et concrètement, les enfants avaient des dessins, et l'enseignant leur disait « le crayon est dans la boîte », et l'enfant devait entourer l'image correspondant à la phrase qui avait été entendue. D'autres tests étaient par exemple discriminer les phonèmes ou les syllabes ou associer des sons et des lettres. L'enfant avec par exemple 4 images et l'enseignant lui demandait « entoure le mot qui a la même première syllabe que le mot chapeau ». Donc l'enfant devait entourer le château. Et enfin, dans tout ce qui est langage, on avait aussi des tests pour évaluer leur connaissance des lettres ou leur comparaison des lettres, le graphisme. En mathématiques, on leur proposait des tests sur la lecture de nombres, l'écriture des nombres, la ligne numérique. Alors la ligne numérique, c'est le test qui a montré être le plus corrélé à l'évaluation de nos compétences et nos capacités mathématiques dans le monde. La ligne numérique, c'est une ligne graduée entre 0 et 10, entre 0 et 100 par exemple, et on demande à l'enfant de placer, de trouver le nombre à mettre dans le losange en fonction de la position de ce losange sur la ligne. Donc ici, l'enfant devait entourer le numéro 5. Et enfin, on proposait à l'enfant des exercices de résolution de problèmes, estimer des quantités. Par exemple, un panier avec 3 œufs, et il devait entourer la quantité qu'il y avait dans ce panier. Et enfin, des exercices de géométrie. Donc l'ensemble de ces enfants
ont réalisé tous ces tests à 3 temps, début de CP, milieu de CP, début de CE1. Et je vais vous présenter les résultats qu'on a analysés sur les 3 millions d'enfants qui ont réalisé ces 46 tests à 3 temps entre 2018 et 2022. La toute première découverte que l'on a réalisée en sciences cognitives, qui nous a beaucoup étonnés en tant que chercheurs, c'est cette linéarité que l'on observe entre les résultats en mathématiques et en langage et l'âge de l'enfant en mois. Donc sur les 2 graphiques que vous voyez ici, en ordonnée, vous avez à gauche le niveau de langage de l'enfant, à droite, vous avez le niveau de mathématiques de l'enfant, et en abscisse, vous avez leur âge à l'entrée de CP en mois. Les enfants qui sont en bleu clair sont les enfants qui ont l'âge typique de rentrer l'année en CP. En France, nous avons une loi qui impose à l'enfant de rentrer en CP l'année de ses 6 ans, qu'il soit né en janvier ou en décembre. Ça fait que des enfants dans la même classe ont jusqu'à 12 mois d'écart d'âge. Et vous avez en bleu marine à gauche des graphiques les enfants qui ont 1 an d'avance. Vous avez en vert les enfants qui ont 1 an de retard en CP. Et alors qu'est-ce qu'on voit? Donc cette relation linéaire, elle est vraiment très nouvelle en sciences cognitives. On ne s'attendait pas à ce que pour un seul mois d'écart entre des enfants, on ait autant de différences de niveau en langage ou en mathématiques entre les enfants. Et enfin, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de profils très différents. On voit que les enfants qui ont 1 an d'avance sont meilleurs que les enfants les plus âgés qui ont l'âge normal de rentrer en CP. Ils ont de plus hauts niveaux en mathématiques et en langage des 2 côtés. Donc retenez bien cette relation linéaire parce qu'elle va être très importante sur la suite des résultats. Et donc complètement par hasard, en explorant ces données, nous avons fait une découverte. Nous nous sommes aperçus de la rapide émergence des écarts entre les petites filles et les petits garçons en mathématiques. En fait, on a en début de CP quasiment aucune différence entre les petits garçons et les petites filles en mathématiques. Vous voyez sur ce graphe, je représente le niveau en mathématiques en ordonnée, et vous avez en abscisse le niveau socio-économique des enfants. Donc à gauche, vous avez les enfants les plus favorisés qui sont dans les écoles privées, puis les enfants les plus favorisés ici qui sont dans les écoles publiques, et plus on va vers la droite, plus on est dans des catégories sociales plus défavorisées, avec ici les REP et les REP+. J'ai mis, pour rester dans la thématique de la journée, les filles en rouge et les garçons en bleu. On s'aperçoit en haut du graphique d'une petite différence entre les garçons et les filles, notamment dans les catégories sociales les plus favorisées. Mais partout par ailleurs, aucune différence significative entre les petits garçons et les petites filles en mathématiques, et un léger avantage pour les petites filles dans les catégories sociales les plus défavorisées en mathématiques. Donc là, nous sommes en début de CP. Une autre remarque aussi, et on va pas l'aborder aujourd'hui, on voit qu'en tout début de CP, on a des différences absolument majeures entre les catégories sociales favorisées et des différences de niveau très très basses pour les catégories sociales les plus défavorisées. En France, on est en début de CP, ces enfants ont 6 ans. Après 4 mois d'école, on est en milieu de CP. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les petits garçons ont déjà de plus en plus d'avantages en mathématiques par rapport aux petites filles, et les petits garçons, dans les domaines les plus socio-économiques les plus défavorisés, ont rattrapé le retard qu'ils avaient par rapport aux petites filles. Et après le début de CE1, voici les résultats qu'on observe. Les petits garçons ont un net avantage partout par rapport aux petites filles en mathématiques. Alors on a cherché à comprendre qu'est-ce qui expliquait ces disparités. Et en fait, je vous présente ici les résultats des distributions des niveaux en mathématiques des enfants en France, avec toujours les filles en rouge et les garçons en bleu. Pour chaque graphique ici, vous avez 750 000 enfants. On voit une distribution donc avec le plus bas niveau ici en percentile de rang des enfants et le plus haut niveau ici. Là, on est en début de CP. En début de CP, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les garçons prédominent dans les extrêmes. Ils sont soit dans les plus mauvais, soit parmi les meilleurs, tandis que les filles ont une répartition, une distribution beaucoup plus homogène tout au long de la distribution. Et petit à petit, au cours du temps, on voit qu'avec 4 mois d'école, on commence à avoir un virage où tous les garçons commencent à beaucoup plus progresser vers les meilleurs résultats en mathématiques par rapport aux filles.
pour enfin arriver avec une vague de succès pour les garçons, et puis une contre-vague de non-succès pour les filles en mathématiques en début de CE1. Alors on a essayé de creuser encore plus, et alors je vais vous présenter ce graphique qui est un peu difficile à comprendre de prime abord, puisqu'il comprend plusieurs paramètres. Le premier, c'est que vous avez toujours en abscisse l'âge au moment du test, donc en mois d'âge. Vous avez en ordonnée l'écart entre les petits garçons et les petites filles. On a amputé les résultats des garçons moins les résultats des filles. Donc tout ce qui est au-dessus de la ligne 0 représente un avantage pour les petits garçons. Et on a mesuré pour chaque mois d'âge cet écart des genres entre les petites filles et les petits garçons. Ce qui fait que dans chaque catégorie ici, chaque rond représente à peu près 60 000 enfants en France. 60 000 enfants ici qui ont l'âge de 69 mois. Nous sommes ici à T1, donc au début de CP, puis ici au milieu de CP à T2, pour enfin être en début de CE1 à T3. Donc premier résultat qui nous frappe, c'est qu'on confirme cet effet soudain et rapide d'écart entre les petits garçons et les petites filles au cours du temps, qui ne fait que d'augmenter en faveur des garçons, peu importe l'âge de l'enfant. Et vous vous rappelez tout à l'heure la relation linéaire entre l'apprentissage des mathématiques et l'âge des enfants. Nous, en tant que neuroscientifiques, on s'attendait à voir aussi cette relation linéaire avec plus un enfant est âgé, plus il aurait potentiellement accumulé des stéréotypes de genre. On s'attendrait à ce que ces pentes ici soient positives. Avec plus les petits enfants sont âgés, ils ont acquis qu'en fait, stéréotypiquement parlant, les garçons seraient plus forts que les filles en mathématiques. Ce qui n'est pas ce qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est une première découverte, où on remarque même une petite pente négative ici, significative, où en fait l'âge confère une protection aux petits garçons et aux petites filles dans les différences de genre. Et alors je vais vous demander une abstraction d'esprit du deuxième temps et vous présenter ces résultats qui représentent une Interrupted Time Series en lien avec la loi française dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, en T1, vous avez tous les enfants qui ont un âge normal d'entrée en CP. On a dit qu'on rentrait l'année de nos 6 ans. Ça veut dire que les enfants ici qui ont 80 mois sont nés, ont 1 mois d'écart avec les enfants qui sont ici. Ils ne sont pas rentrés à l'école au même moment entre ceux qui sont nés en décembre 2012 et ceux qui sont nés en janvier 2013 qui ont dû attendre 1 an après de rentrer en CP. Et alors on remarque qu'au niveau de l'âge, on a une continuité. On a une continuité de l'âge. Et pour le coup, on a une discontinuité très très franche qui est liée à une seule chose, qui est associée à ce biais, qui est la loi française qui a tranché en provoquant une exposition à l'école d'1 an supplémentaire entre 2 catégories d'enfants qui ont seulement 1 mois d'âge d'écart. Alors les effets dont je vous ai parlé, on les retrouve, on les a ici en 2018, on les retrouve en 2019, on les retrouve en 2020, on les retrouve en 2021 et on les retrouve encore jusqu'à aujourd'hui. Je vous présente les 4 cohortes du moment. Je vais vous parler de 2 expériences supplémentaires ici. Le premier, c'est pour l'année 2019-2020, on a eu quand même un événement mondial particulier, le Covid-19, qui a fait que les gens ont été confinés. Et donc les enfants en France sont restés 52 jours supplémentaires à la maison plutôt que d'être exposés à l'école. Ce Covid-19 a eu lieu entre T2 et T3 ici, dans l'année 2019-2020. Est-ce que vous remarquez l'écart qui est beaucoup plus important en faveur des petits garçons ici entre 2018-2019 et ici ce rétrécissement entre T2 et T3 en 2020-2021 pour au final se réécarter entre T2 et T3 dans les années qui viennent. En fait, on a du coup émis l'hypothèse qu'une exposition à l'école et non une exposition à la maison, une exposition à l'école est corrélée à un plus grand avantage pour les petits garçons en mathématiques par rapport aux petites filles. Alors il y a aussi beaucoup de papiers qui émettent l'hypothèse que peut-être ce serait des stéréotypes de genre qui seraient renforcés à la maison. Mais là, on remarque que non, les enfants étaient beaucoup plus longtemps à la maison. Ce n'étaient pas des vacances scolaires, ils avaient des devoirs à faire à la maison.
Pour autant, on voit que les résultats, les inégalités de genre ont été réduites pendant cette période-là, ce qui est un premier élément très intéressant. Et un deuxième élément, peut-être que vous avez remarqué, sont les résultats en T1. Ici, au tout début, je vous avais parlé d'aucune différence entre les petits garçons et les petites filles quand ils rentrent au CP. Pour autant, en 2019, 2020, 2021, on voit un léger avantage pour les petits garçons déjà à l'entrée au CP en mathématiques. Alors, on a deux hypothèses par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on a découvert qu'en 2018-2019, tous les enseignants de maternelle ont reçu l'instruction de devoir exposer les enfants à des exercices en mathématiques plus tôt, dès la maternelle, pour les préparer à ces évaluations nationales, à ce projet EVALED que nous avions implémenté. Et donc, avoir exposé les petits garçons et les petites filles dès la maternelle pourrait expliquer qu'en fait, de manière assez récurrente, on retrouve cet avantage. Une autre hypothèse serait que l'année de l'implémentation d'EVALED, nous avons eu 100 000 enfants de moins par rapport aux autres années. C'était la première année de l'implémentation du projet. Donc peut-être que ce décalage-là pourrait expliquer cette absence de différence notée en 2018. On s'est posé ensuite la question des effets de classe. Est-ce que l'environnement de classe d'un enfant joue sur les inégalités entre les petits garçons et les petites filles dans la classe entre T2, T1, T2 et T3? Vous avez à gauche la taille de classe. On remarque qu'entre les petites classes, les moyennes classes, les grandes classes, on ne voit pas vraiment de différence. Lorsqu'on a mesuré le niveau moyen de la classe à l'entrée en CP en mathématiques, on s'aperçoit d'une pente plutôt positive. Ici, il y a un biais qu'on n'avait pas corrigé, qui est les niveaux en mathématiques les plus élevés sont aussi dans les populations les plus socio-économiquement élevées. Et donc, ceci explique cela. Lorsqu'on regarde l'hétérogénéité de niveau en mathématiques dans la même classe, c'est-à-dire la disparité entre des enfants excellents et des enfants moins bons, ou à quel point ils sont au contraire très homogènes et tous très forts ou tous très mauvais, on n'a aucune différence significative vraiment notée ou marquante. Et de même pour lorsqu'on regarde les ratios, est-ce qu'il y a plus de petits garçons ou plus de petites filles dans les classes? On voit tout à droite des courbes plates. On a exploré le rôle modèle du premier de la classe. À gauche, ici, je vous présente toutes les classes en France en 2018 qui avaient un garçon en tête de classe en mathématiques, tandis qu'à droite, vous avez les filles qui étaient en tête en mathématiques au tout début du CP. Ici, on a retiré la moyenne du premier de la classe pour calculer toutes ces différences de genre entre les petits garçons et les petites filles à chaque temps. Et on remarque, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, en tout cas on l'a mesuré statistiquement, lorsqu'un petit garçon est premier de la classe, il y a un peu plus d'avantages pour les petits garçons, les courbes sont un peu plus élevées vers le haut, tandis que lorsqu'une fille est plutôt première de la classe, les courbes sont décalées un peu plus vers le bas. Et les plus fins d'entre vous qui se poseront la question de pourquoi on a un avantage pour les petites filles au tout début de T1 sur ces expérimentations, l'explication est que souvent, le premier de la classe est en majorité un petit garçon, les deuxième, troisième, quatrième sont souvent des petites filles. Donc en fait, on a de base au CP un petit avantage quasiment non significatif pour les filles dans ces cas-là. Et alors, quid des écarts entre les petits garçons et les petites filles en langage? Donc, je vous ai présenté les résultats en mathématiques en bleu en haut. Et en fait, on a fait exactement les mêmes calculs pour le langage en bas. Alors, ce sont des dynamiques absolument différentes. Lorsqu'on rentre en CP en France, les petites filles ont un net avantage. Ici, on est sur les avantages des petites filles, on est sous l'axe 0. Les petites filles ont un net avantage par rapport aux petits garçons. Et après 4 mois d'école, ces écarts se réduisent en faveur des petits garçons. Et ensuite, au total, avec les vacances d'été et le début de CE1, les écarts se recréent, mais pas aussi forts qu'avant. Une de nos conclusions était aussi qu'en fait, l'école française primaire est bénéfique pour les petits garçons, autant en mathématiques qu'en langage. On remarque aussi l'absence de cet écart qu'on avait trouvé pendant le Covid. Il est existant ici pour les mathématiques, mais il n'existe pas, il n'y a pas de variabilité au moment du Covid sur les exercices du langage.
Notre hypothèse principale vis-à-vis de cet élément-là est que vous vous rappelez une partie des exercices que je vous ai présentés sur le langage concerne la compréhension orale de la langue, et celle-ci n'est pas directement liée à notre manière d'apprendre à l'école, mais elle est liée à notre manière aussi innée de comprendre le langage en fonction de notre immersion dans un environnement stimulant ou pas. Tandis que l'apprentissage des mathématiques et la manière formelle de l'enseigner à l'école est très conditionné à l'exposition à l'école. Donc différentes dynamiques entre les mathématiques et le langage, entre les petits garçons et les petites filles en France. Et vous voyez aussi, on se posait la question tout à l'heure des catégories socio-économiques. Eh bien, en langage, peu importe le niveau socio-économique, les écarts entre les petits garçons et les petites filles sont identiques. L'amplitude de ces écarts est identique. Il n'y a pas de naissance prématurée de différence entre les petits garçons et les petites filles en langage, dans les catégories favorisées ou dans les catégories défavorisées par rapport aux autres. Et enfin, une des dernières expériences que je voulais vous partager, on a pu montrer avec cette expérience qui s'appelle du matching, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les garçons et les filles qui se ressemblaient partout par ailleurs, en termes d'âge, en termes de niveau socio-économique, en termes de type d'école, et sur leurs résultats partout, dans tous les exercices en langage et en mathématiques, pour pouvoir avoir uniquement une différence sur le genre au départ. Donc c'est cette population ici. Et on a regardé leur évolution à T2 et à T3. Et on voit que malgré l'effacement de cette différence à T1, on a quand même, avec l'exposition à l'école, un favoritisme pour les petits garçons et une baisse de niveau pour les petites filles. Et lorsqu'on efface ces différences à T1 et à T2, on retrouve quand même les petits garçons qui progressent plus que les petites filles. Je les ai comparés par rapport aux cohortes générales ici. Vous allez me dire, il y a un biais, parce que ces éléments-là sont beaucoup plus hauts en termes de niveau entre les petits garçons et les petites filles par rapport à la normale, et vous aurez raison de le dire. L'explication ici, c'est que ça a été très difficile de trouver des petits garçons qui parlaient aussi bien que les petites filles en début de CP. Et donc, ça a de fait confère un biais. Donc en conclusion, ces données massives nous ont permis de décrire cette émergence d'écart entre les petits garçons et les petites filles à la faveur des petits garçons. On a vu que c'est à l'école et non à la maison qu'apparaissent et augmentent ces écarts, principalement, que l'âge n'a pas d'effet, voire il est protecteur sur cet écart entre les petits garçons et les petites filles. On a vu que cet effet des mathématiques ne touche pas les catégories sociales de la même manière. Et on a vu aussi qu'il était très différent du langage. Alors, quelles perspectives nous permettent ces résultats Pour diminuer les écarts entre les petits garçons et les petites filles en mathématiques, en augmentant le niveau des filles, nous pouvons interagir et intervenir auprès de 3 populations différentes: les enfants, les adultes et les décideurs publics. Au niveau des enfants, qu'est-ce que nous dit la littérature internationale ? Avec les interventions qui visent à convaincre de l'égalité des genres en mathématiques, a un impact très important sur l'individu, sur l'enfant. Donc il faut aller convaincre les enfants qu'ils ont les mêmes compétences cognitives en mathématiques entre les petits garçons et les petites filles. Il faut aussi les faire jouer aux mêmes jeux. Les mêmes jeux un peu tactiques, stratégiques, mais tous les mêmes jeux. Leur présenter des rôles modèles auprès desquels ils peuvent s'identifier. Et transmettre des moyens aux filles, on l'a vu, pour pallier au stress des compétitions et à l'anxiété qu'elles peuvent avoir vis-à-vis des mathématiques. Au niveau des adultes, on peut promouvoir tout ce qui est pratique d'enseignement, notation, qui sont non basées sur le genre. On peut encourager les enseignants à interroger autant les petites filles que les petits garçons en mathématiques et leur donner de l'importance. Et on peut aussi agir sur les parents, informer les parents que l'égalité des compétences en mathématiques pour les petits garçons et les petites filles existe et leur permettre de façonner, de créer un environnement, en tout cas à la maison, qui encourage autant les petits garçons et les petites filles à performer en mathématiques. Et enfin, au niveau des décideurs, il a été montré que les écoles unisexes ou les classes non mixtes n'ont absolument aucun effet sur la réduction des inégalités de genre entre les petits garçons et les petites filles en mathématiques. Et on peut promouvoir la création de certains environnements pour justement encourager ces pratiques auprès des enfants, auprès des enseignants, ou pour que les adultes puissent encourager les pratiques égales entre les petits garçons et les petites filles en mathématiques.
Je voulais profiter de cette présentation pour remercier tous mes co-auteurs, tous les membres de l'équipe avec qui nous avons pu réaliser ce travail. Bénédicte Colnay, Dr Ghislaine Dehaene, Stanislas Dehaene, Elisabeth Spelke de Harvard, Pascal Bressou et Pascal Huguet, ainsi que remercier tous les membres du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse, l'ADEP et GIPAL, dont le professeur Esther Duflo, et notamment de remercier tous les enseignants et tous les enfants, sans qui toutes ces études ne seraient pas possibles. Je vous remercie. Un tout grand merci pour cette présentation extrêmement informée et très complémentaire, avec toute une série de questions qui se sont posées depuis le début de notre colloque. Nous avons un petit temps de discussion. Peut-être que Nalini Anantaraman pourrait réagir. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, j'ai montré effectivement hier des chiffres officiels de PISA qui parlaient de moyenne. Et sur le monde, j'ai pas dit que c'était uniforme sur les pays, au contraire, j'ai dit que c'était très variable sur les pays, parce qu'il y a des pays où il y a un grand gender gap favorable aux garçons, mais d'autres où il est favorable aux filles en maths. Et cela dit, au niveau mondial, la différence de moyenne, c'était 10 points pour une moyenne de 500, ce qui est peu. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont l'air quand même peut-être un peu contradictoires entre... Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on ne mesure pas les mêmes choses. Quand on parle de moyenne, finalement, les écarts sont déjà très variables selon les pays, et puis pas si importants que ça, alors que quand on parle de différence de rang, on voit plus nettement l'avantage des garçons dans les classements. Et je pense aussi, vous l'avez très bien dit, l'effet de la moyenne peut cacher complètement des différences entre des pays où il y a un net avantage pour les petites filles, comme les pays du Moyen-Orient, ce qu'on voit dans les études PISA. C'est les petites filles qui sont de catégorie sociale beaucoup plus élevées qui vont à l'école et qui sont très fortes en mathématiques dans les pays du Moyen-Orient, je pense que vous l'avez présenté aussi hier, versus d'autres pays où les petits garçons dépassent largement les petites filles. Et donc quand on en fait la moyenne, on ne s'aperçoit pas forcément des écarts, et c'est ce qu'on a vu aussi lors de la distribution. Lorsque je vous ai présenté la diapositive avec les distributions, on n'aurait pas pu dire que les petits garçons étaient parmi les extrêmes mauvais et parmi les extrêmes bons en tout début de CP. Et quand on regarde en début de CP, nous, on n'avait au début aucune différence entre les petits garçons et les petites filles. Et c'est en allant creuser, justement, en enlevant cet effet moyenne, qu'on s'est aperçu de la disparité, de la granularité beaucoup plus fine des différences entre les petits garçons et les petites filles. Et je pense aussi dire que les filles sont moins bien classées que les garçons dans les tests, c'est pas la même chose que de dire qu'elles sont moins bonnes, qu'elles sont mauvaises en mathématiques. C'est juste que quand on regarde la manière dont elles sont classées, elles sont un peu derrière, mais leurs notes sont... Enfin, on n'a pas montré les notes, donc les notes sont peut-être bonnes quand même. Tout à fait. Et donc, je pense qu'il y a un effet psychologique de voir effectivement si en tête de classe il y a plus de garçons, les filles vont peut-être se dire ah ben les maths c'est pas pour nous, mais alors qu'elles ont des bonnes notes. Enfin, c'est pas la même chose de montrer une différence de rang et de montrer une note absolue. Tout à fait. J'avais une autre question, si je peux me permettre, parce que quand j'ai préparé mon exposé, j'ai consulté un document produit par la chaire, je crois qu'elle s'appelle Femmes et Sciences de Dauphine, qui date du début de l'année, où ils analysaient ce même phénomène de décrochage des filles au cours du CP, et ils regardaient le rôle de la composition de la famille sur ce phénomène, et un chiffre qui m'a un peu interpellée, c'est que ce décrochage avait l'air beaucoup moins fort dans les familles où les enfants ne sont pas éduqués par leurs parents biologiques. Il y avait un des tableaux, je ne sais pas si vous avez vu ces chiffres. Non. Voilà, il comparait famille hétéroparentale, homoparentale, famille monoparentale, où déjà l'effet était plus petit et il était vraiment atténué si les éducateurs n'étaient pas les parents. Ça... D'accord, et ils expliquaient, ils avaient une hypothèse non, il n'y avait pas d'hypothèse émise. D'accord, parce que pour le coup, bon, alors, moi ma spécialité c'est plus, c'est vrai, en complément de mathématiques, le langage. Et par exemple, dans la composition familiale du langage, les aînés d'une fratrie parlent beaucoup mieux que les seconds, les troisièmes, les quatrièmes, parce qu'ils sont beaucoup plus exposés à un langage adulte
C'est l'interaction avec un adulte qui est prédominant dans la capacité de l'enfant à pouvoir s'exprimer correctement, versus les seconds, les troisièmes qui bénéficient du niveau de langage de leur aîné qui a 3 ans d'âge ou 6 ans d'âge. Et donc ça diminue leur capacité. Donc peut-être qu'on peut imaginer que qu'il y a un lien un peu particulier avec d'autres personnes dans la famille au niveau mathématique. Mais là, je suppute complètement. Bien, nous allons rester là, sinon nous allons prendre du retard. Donc, nous remercions encore Madame Martineau.